Bonjour Sébastien Jean. Bonjour. Vous êtes directeur du CEPI et on va parler du protectionnisme à l'heure où se multiplient les critiques contre le libre-échange. On peut évoquer les manifestations contre le TAFTA ou encore les phénomènes Brexit ou les phénomènes Donald Trump aux États-Unis. Première question, qu'est-ce qui se passerait selon vous si les discours se transformaient en actes et qu'on assistait bel et bien à un retour du protectionnisme à l'heure où déjà aujourd'hui les échanges mondiaux ralentissent ? Alors, d'abord, je crois qu'il faut dire que les demandes de protection sont compréhensibles, qu'il s'agisse des entreprises pour leur profit, qu'il s'agisse des travailleurs pour leur salaire. Elles sont compréhensibles, mais en même temps, leur coût est élevé pour l'ensemble de l'économie, à la fois parce que ça signifie des importations plus chères et parce que ça va provoquer des représailles de la part de nos partenaires qui vont supprimer des débouchés pour des industries performantes. Souvenons-nous par exemple de la tentative qu'on avait faite en 1982 de nous protéger contre les magnétoscopes japonais. Le résultat des courses, un an plus tard, ça a été de constater que l'État avait beaucoup perdu en taxes sur la valeur ajoutée, donc en recettes publiques. Les consommateurs avaient perdu en pouvoir d'achat et finalement, on avait complètement échoué à relancer l'électronique grand public en France et son champion de l'époque, Thomson. Donc, le bilan était quand même assez mauvais et au fond, le risque le plus grave à terme, c'est celui d'une guerre commerciale. On a vu les extrêmes, disons, et les conséquences très néfastes que ça pouvait entraîner dans les années 1930. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené la construction du cadre commercial multilatéral actuel, dans lequel, pour l'essentiel, les pays prennent des engagements sur leur politique commerciale et l'usage qu'ils vont en faire. Et en tout cas, en termes de représailles, on sait que des secteurs chez nous comme l'aéronautique, le luxe ou l'agroalimentaire seraient probablement assez rapidement victimes si on entrait dans un tel engrenage. Qui seraient les perdants d'une inversion de processus ? Si on regarde la structure de la protection en Europe et puis dans la plupart des pays développés, on constate qu'elle touche prioritairement des secteurs comme le textile-habillement ou l'alimentaire, les produits alimentaires. Or, ce sont des secteurs qui comptent plus dans le panier, disons, des ménages les plus défavorisés. Par conséquent, ce sont ces ménages les plus défavorisés, les moins riches, qui risqueraient de pâtir le plus d'une remontée du protectionnisme. Et si le protectionnisme n'est pas la solution, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour les perdants de la mondialisation qui expriment leur colère au travers des événements que j'ai cités en début d'interview ? Alors, il n'y a pas de remède miracle, mais il y a un ensemble de politiques qu'on peut essayer qu'on doit s'efforcer même de mettre en place. La première est relative à essayer d'aider les travailleurs à s'ajuster, notamment en faisant un effort accru de formation initiale et professionnelle, et puis en favorisant leur mobilité. La puissance publique, par ailleurs, doit jouer pleinement son rôle d'assurance et de redistribution. Ensuite, il se pose la question de savoir si l'on doit aider différemment quelqu'un qui aurait perdu son emploi du fait de la concurrence internationale par rapport à un autre qui l'aurait perdu du fait du progrès technique, d'une robotisation de son emploi par exemple, ou bien même d'une erreur de stratégie de son entreprise. À supposer qu'on puisse faire la différence, ce qui n'est pas sûr. Cette question, il est vraiment difficile d'y répondre, mais je crois qu'il y a un élément quand même qu'on peut mettre en avant qui différencie la concurrence internationale d'autres facteurs d'ajustement, disons, c'est que son impact économique et social est souvent très concentré géographiquement. Ce qui veut dire que quelqu'un qui va perdre son emploi du fait de la concurrence internationale, souvent va voir dans le même temps son logement perdre de sa valeur parce qu'il est dans une zone entre guillemets sinistrée ou en tout cas impactée, voire même dans certains cas l'emploi de son conjoint lui-même menacé. Et puis dans certains cas également, les services offerts par la collectivité locale dans laquelle il vit vont potentiellement aussi être dégradés par les pertes de recettes. Donc tout ça, ça plaide pour un effort accru, disons, pour essayer de compenser ces effets locaux quand ils s'expriment de façon très concentrée. Et puis je crois que le dernier point, c'est de prendre acte de la demande de protection importante et de la défiance même qui s'exprime par rapport à la mondialisation. Et ça demande de considérer plus clairement et d'afficher plus clairement également les échanges internationaux et puis leur cadre institutionnel sous la forme de ces différents traités, non pas comme une fin en soi, mais comme un outil pour atteindre d'autres objectifs plus élevés qui sont le revenu, l'innovation, la protection de l'environnement ou la croissance. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Jean pour cet éclairage sur les conséquences d'un retour au protectionnisme. Merci beaucoup. Merci.